Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elskia pour l'épisode 56 de Parlons Constitution. Après avoir vu le fait majoritaire dans le précédent épisode, on va voir quelque chose d'un peu différent, mais vous allez voir, il y a quand même un petit lien. On va parler du risque d'instabilité gouvernementale. Est-ce que, avec la Constitution qui est construite dans Parlons Constitution, il y a un risque d'instabilité gouvernementale ? Mais bien sûr, avant de répondre à la question, il faut voir quelques rappels parce que sinon on est perdu. Alors, dans Parlons Constitution, on a vu tout d'abord la séparation des pouvoirs. À l'épisode 7, à l'épisode 8, on a vu la différence entre séparation stricte et séparation souple. Séparation stricte ou séparation souple. Donc on avait dit, il faut éviter les abus de pouvoir, c'est pour ça qu'il faut séparer les pouvoirs. En fait, il faut un empêchement mutuel, une balance des pouvoirs. La séparation souple, c'est pas très bien, car il y a un risque de confusion des pouvoirs, et la séparation stricte, c'est pas très bien non plus, car il y a un risque de blocage. D'où l'importance de trouver un équilibre entre abus de pouvoir et incapacité ou blocage. Ça, c'est le premier rappel, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête pour comprendre ce risque d'instabilité gouvernementale, et pourquoi ça peut être un problème ou non, et comment on va le résoudre. Autre rappel important pour répondre à cette question, c'est évidemment le gouvernement. Le gouvernement, c'est 3 directeurs dans Parlons Constitution, 3 directeurs comme chefs du gouvernement. Ils sont nommés par le président de la République, c'est ce qu'on avait vu à l'épisode 28. Le reste du gouvernement, c'est moins important, mais il est nommé par le président de la République sur proposition des directeurs. C'est une compétence liée. En gros, c'est les directeurs qui choisissent les ministres. Mais le fait que le président de la République nomme, c'est plus officiellement. Il peut quand même discuter, dire ouais, ce ministre-là, je pense que ça va être un problème. Il peut discuter avec les directeurs s'il veut, mais en principe, dans la Constitution, c'est une compétence liée. Il a l'obligation de nommer les ministres sur proposition des directeurs. Maintenant qu'on sait, qu'on se rappelle ce qui est à peu près le gouvernement, dans Parlons Constitution, il faut revenir au président de la République. Le président de la République, dans Parlons Constitution, ce n'est pas un chef de l'exécutif, c'est un président de la République, arbitre. Je renvoie à l'épisode 30 pour plus de détails sur ses rôles. Mais en tout cas, il n'est pas chef de l'exécutif. Il est chef de l'État, mais pas chef de l'exécutif, c'est un président de la République gardien, arbitre et représentant droit. Droit dans le sens de droiture, il faut qu'il y ait une certaine droiture. Bien maintenant qu'on a ces deux acteurs principaux qui sont un petit peu l'exécutif, même si le président de la République, j'ai dit que c'était pas l'exécutif, en tout cas il va avoir un rôle à jouer concernant cette instabilité gouvernementale, puisque, je le rappelle, la responsabilité politique du gouvernement devant l'Assemblée nationale et les pouvoirs de censure, dissolution réciproque sont contrôlés. Il y a soumission à autorisation, ou non bien sûr le président de la République peut refuser. Il autorise ou refuse les motions de censure ou les dissolutions. Donc motion de censure demandée par l'Assemblée nationale pour censurer, renverser le gouvernement, et dissolution demandée par les directeurs au président de la République pour dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on avait vu aux épisodes 37 et 38, et je rappelle quand même que cette autorisation, cette demande d'autorisation pour la motion de censure ne s'applique que dans le cadre des motions de censure traditionnelles, simples, je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas pas lorsqu'il y a un 49.3. Lorsqu'il y a un 49.3, c'est le gouvernement qui met en jeu sa responsabilité politique en forçant l'adoption d'un texte. Donc s'il y a motion de censure, et qu'elle est votée, qu'elle est confirmée par l'Assemblée nationale, le président de la République n'a pas son mot à dire. Par contre, si c'est l'Assemblée nationale qui est seule à l'initiative de cette motion de censure, qu'il n'y a pas eu de 49.3 avant, dans ce cas-là, il y a autorisation ou refus par le président de la République. Bon, je rentre pas dans les détails, on l'avait vu tout ça pour la motion de censure épisode 37 et dissolution épisode 38. Bien, donc on a rappelé ceci, et comme je vous ai dit, le fait majoritaire est aussi important. Pourquoi ? Car le fait majoritaire est peu probable, c'est ce qu'on a vu à l'épisode 55, du fait des modes de scrutin de l'Assemblée nationale. Et s'il n'y a pas de fait majoritaire, s'il n'y a pas de majorité stable à l'Assemblée nationale qui soutient le gouvernement, il y a des risques d'instabilité gouvernementale. Donc juste, rappel sur les modes de scrutin à l'Assemblée nationale, les députés sont élus par des citoyens actifs, 50% à la proportionnelle nationale à la plus forte moyenne avec un seuil électoral de 4%, et 50% par circonscription avec la méthode Borda. J'explique pas tout dans les détails, j'explique pas les modes de scrutin. Concernant les modalités d'élection des députés, tout ceci est dans l'épisode 24. Maintenant qu'on a vu tous ces rappels, séparation des pouvoirs, les directeurs nommés par le président de la République, le président de la République arbitre, la responsabilité sous contrôle du gouvernement devant l'Assemblée nationale avec les motions de censure et dissolution qui sont des pouvoirs réciproques du gouvernement contre l'Assemblée nationale et inversement, sous contrôle du président de la République, et ce fait majoritaire peu probable. Maintenant qu'on a rappelé tout ça, on va pouvoir réellement répondre à cette question,
y a-t-il un risque d'instabilité gouvernementale? Et on va voir qu'en fait, le président de la République, il est arbitre de la stabilité gouvernementale. Bon, déjà, partons d'une définition, c'est quoi l'instabilité gouvernementale? C'est un changement de gouvernement, ou de certains de ses membres, qui est jugé trop fréquent. J'ai mis ou de certains de ses membres, car dans certains pays, il avait possibilité de censurer ou de faire démissionner par la pression seulement certains membres du gouvernement. En France actuellement, ou même avec la constitution Parlons Constitution, c'est peu probable qu'il y ait des démissions forcées ou des censures de certains membres du gouvernement, puisqu'il y a une responsabilité collégiale, donc l'ensemble du gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. S'il y a motion de censure, c'est tout le gouvernement qui saute et pas seulement certains de ses membres. Mais il pourrait y avoir, en cas de démission ou de changement au sein du gouvernement trop fréquent, une forme d'instabilité gouvernementale. Ça reste évidemment possible, mais ça dépend plus de l'organisation interne du gouvernement et pas des relations, des rapports de pouvoir, de censure entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Donc avec les rappels qu'on a vus juste avant, et avec cette définition de l'instabilité gouvernementale, est-ce que selon vous, il y a un risque d'instabilité gouvernementale avec la constitution de Parlons Constitution? Eh bien la réponse c'est que plus ou moins, mais pas tant que ça. On va le voir, vous allez voir. En fait, le président de la République est garant de la stabilité du régime. Il est arbitre de la stabilité gouvernementale aussi. Disons que ça fait partie de son rôle de garant de la stabilité du régime. Comment ça se concrétise en pratique dans la Constitution? Quels sont les pouvoirs qui lui permettent de remplir ce rôle d'arbitre de la stabilité gouvernementale? Eh bien on l'a vu dans les rappels. Le gouvernement et l'Assemblée nationale ont des pouvoirs de sanction réciproques, motion de censure, dissolution. Pourquoi? Pour éviter le blocage en cas de conflit. S'il y a un conflit, il faut que l'un puisse renverser l'autre. Mais attention, le président de la République contrôle, donc il accepte ou refuse ses motions de censure ou ses dissolutions, sauf dans le cas d'un 49.3, je l'ai déjà dit. C'est une protection. Qu'est-ce que ça permet? Ça lui permet de réellement être l'arbitre de la stabilité gouvernementale. Il peut empêcher une trop grande instabilité en refusant des motions de censure. Ce qui est aussi risqué, certes, pour d'autres raisons, mais c'est un problème s'il y a trop d'instabilité, et donc il peut refuser des motions de censure, ou refuser des dissolutions pour éviter l'instabilité, disons, au sein de l'Assemblée nationale. Car l'instabilité gouvernementale c'est un problème, mais des dissolutions tous les 6 mois ou tous les ans, c'est un problème aussi. Car l'Assemblée nationale, pour être opérationnelle, il faut qu'elle ait quand même un certain temps pour se mettre en place, donc si elle est renouvelée tous les 6 mois, il y a un gros problème. Ils n'ont pas le temps de réellement s'habituer, les députés, à l'exercice du pouvoir, et d'avoir le temps de discuter et de voter des sujets et des lois. Donc c'est vraiment ce pouvoir-là qui permet au président de la République de garantir une forme de stabilité gouvernementale. Ça lui permet aussi d'éviter une fusion des pouvoirs, une confusion des pouvoirs. Par exemple, si l'Assemblée nationale essaie de prendre le pas sur le gouvernement en votant des motions de censure tant qu'elle n'est pas satisfaite, à tel point que le président de la République se retrouve contraint de nommer des directeurs qui sont conformes aux désirs de l'Assemblée nationale, qui sont même élus à l'Assemblée nationale, donc des députés, et ainsi formerait un gouvernement de députés qui appartiennent pleinement à la majorité à l'Assemblée nationale, et faire un fait majoritaire qui soit constant, qui soit une certaine forme de fusion, de confusion entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Ce qui est déjà un peu le cas actuellement, mais ce qui ne l'est pas toujours, puisqu'on le voit bien avec le gouvernement de Michel Barnier par exemple. Bon, tout ça pour vous dire que le président de la République en tant qu'arbitre peut protéger l'Assemblée nationale de tentatives d'abus de dissolution par le gouvernement ou plusieurs gouvernements successifs, tout comme il peut protéger le gouvernement de motions de censure qui ne sont pas, selon lui, fondées et qui courent le risque d'une trop grande instabilité ou d'un affaiblissement du gouvernement trop fort engendrant une forme de confusion ou de fusion des pouvoirs exécutifs et législatifs. C'est en cela qu'il est pleinement arbitre de la stabilité gouvernementale. Et donc, si on revient sur la séparation des pouvoirs, parce que là j'ai utilisé des termes, des notions que j'ai déjà utilisées en parlant de séparation des pouvoirs, c'est cette idée de fusion des pouvoirs, qui est en fait une dérive d'une séparation des pouvoirs beaucoup trop souple. Eh bien, avec ces pouvoirs de sanction réciproque et cet arbitre qu'est le président de la République, on est, en fait, entre séparation stricte et séparation souple. Je renvoie bien sûr à cette idée de continuum. Il n'y a pas réellement de séparation 100% souple ou 100% stricte, c'est un continuum, c'est-à-dire qu'on est toujours un peu entre deux, plus ou moins strict ou plus ou moins souple. Ici, ça dépend un peu de comment vous jugez,
Et moi je trouve qu'on est à peu près au milieu. Mais en fonction de la pratique du président de la République, on est plus ou moins strict, ou plus ou moins souple. Même si dans l'idée que je me fais du président de la République, on a un risque, quand même si c'est pas un gros risque, c'est qu'il y ait plutôt une séparation plutôt souple, car en fait il y a des mécanismes, ces pouvoirs de sanction réciproque, qui sont des mécanismes de séparation plutôt souples, donc de relation entre les pouvoirs plutôt que de blocage. Mais pas trop pour éviter la confusion, la fusion des pouvoirs, d'où ce président de la République arbitre. Je sais que j'ai beaucoup répété les choses, mais c'est pour essayer que vous compreniez. J'espère que vous avez compris, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et aussi à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On continue parce qu'en fait, tout dépendra du comportement des acteurs. Et oui, comme pour le fait majoritaire, ça dépend des résultats des élections législatives. Est-ce qu'il y aura une majorité absolue? On a dit que c'est peu probable, en raison des modalités d'élection des députés. Autre question, est-ce que les députés vont être plutôt matures, vont essayer de trouver des coalitions, de discuter entre eux, de faire des coalitions plutôt faciles, ou pas? Est-ce qu'ils vont être dans l'obstruction, dans la fermeture d'esprit, dans la soumission à un gouvernement ou à un chef? On ne sait pas exactement, même si on en a déjà parlé dans l'épisode précédent. J'essaie, dans cette constitution, de faire en sorte d'inciter les gens à se parler. D'inciter les gens, c'est l'esprit de cette constitution. C'est le dialogue et le débat. Mais les acteurs politiques peuvent faire en soi un peu ce qu'ils veulent, donc ils respectent la constitution, les règles, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, même si on essaie de les inciter à être plutôt matures, à essayer de discuter, de faire des coalitions, de s'entendre, de faire des compromis, des négociations. C'est pas forcément le cas, c'est pas forcément ce qui va se passer. Et bien sûr aussi, le comportement du gouvernement, enfin des gouvernements, selon les actions qu'ils vont mener, si c'est plus ou moins sérieux, est-ce qu'ils vont respecter les décisions législatives, c'est-à-dire les lois, l'indépendance du pouvoir législatif, est-ce qu'ils vont essayer de participer au pouvoir législatif avec leur projet de loi sans vouloir piétiner des décisions du pouvoir législatif, sans vouloir réellement être en total contre-pied vis-à-vis du pouvoir législatif? Est-ce qu'ils vont le respecter en fait, ce pouvoir législatif, et jouer pleinement leur rôle de pouvoir exécutif sans vouloir jouer aussi le rôle de pouvoir législatif? Ça, on ne sait pas. Ça dépendra aussi du comportement du président de la République. Est-ce qu'il nommera les 3 directeurs selon la majorité à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il refusera la motion de censure? Est-ce qu'il en refusera certaines? Toutes? Quelques-unes? Est-ce qu'il va vraiment juger les motions de censure, ou est-ce qu'il va toutes les laisser passer parce qu'il jugera ça plus légitime? On ne sait pas comment il va faire. S'il nomme toujours les directeurs selon la majorité à l'Assemblée nationale, il y a un risque de confusion des pouvoirs. Je dis bien risque, car ça dépend quelle est la majorité à l'Assemblée nationale, et si c'est l'Assemblée nationale qui propose les directeurs au président qui les nomme, ou si c'est le président qui choisit parmi les députés les directeurs qu'il va nommer. C'est une petite nuance, mais qui change quand même les choses. Donc voilà, ça dépendra vraiment du comportement des acteurs, même si on incite, même si on fait en sorte qu'il y ait un président de la République qui soit arbitre de la stabilité gouvernementale, on ne sait pas ce qui va réellement se passer. Car la pratique d'une constitution est bien souvent au moins un peu différente de la théorie. Quand on ne peut pas tout réglementer, c'est pas possible. C'est pas possible et c'est même pas souhaitable, car sinon il n'y a plus de marge de manœuvre, sinon ce n'est plus une constitution, c'est une nomocratie constitutionnelle, c'est-à-dire que la constitution, c'est la loi, et qu'on ne peut pas revenir dessus, et que les acteurs sont obligés de la suivre à la lettre dans toutes leurs actions, et qu'au final on n'a aucun moyen, sinon en changeant la constitution, de changer un petit peu la politique qui est menée. Mais au final, bon, on ne sait pas s'il y aura vraiment d'instabilité ou pas. On pense que non, on fait en sorte que non, mais on ne sait pas. Et est-ce que l'instabilité, c'est réellement un problème? Car en fait, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a un risque d'instabilité? Mais s'il y a un risque d'instabilité et qu'en fait, c'est pas important, bon, bah, c'est pas grave. Tout ce qu'on met en place, c'est peut-être pas utile. Peut-être que l'instabilité gouvernementale, c'est bien au final. Eh bien, justement, on va voir, est-ce vraiment un problème? Eh bien, la stabilité gouvernementale, c'est une difficulté à gouverner. C'est une difficulté à assurer la continuité et la cohérence des politiques publiques. Si le gouvernement change tous les 15 jours, bon j'exagère, mais ça pourrait arriver tous les 15 jours, tous les mois, tous les 6 mois, bien sûr c'est un peu subjectif, l'instabilité, pour certains si le gouvernement change tous les ans c'est de l'instabilité, pour certains si ça change tous les 2 ou 3 ans c'est de l'instabilité, pour d'autres c'est seulement moins de 6 mois, bref ça c'est pas trop la question, car on pourrait en débattre longtemps. Pour moi un gouvernement qui dure moins d'1 an c'est de l'instabilité. Mais après, ça dépend des circonstances, parfois c'est une bonne chose. Mais vous inquiétez pas, vous allez comprendre pourquoi parfois c'est une bonne chose de dégager un gouvernement, puisqu'on va le voir après. L'instabilité gouvernementale, c'est pas bien, mais la stabilité, c'est pas toujours bon non plus.
Donc la stabilité du gouvernement, c'est une difficulté à gouverner, forcément le gouvernement change trop souvent. C'est une difficulté à assurer la continuité, la cohérence des politiques publiques. On ne sait pas dans quel sens on va, on change tous les 6 mois. Comment est-ce que vous voulez qu'on sache où est-ce qu'on va? On ne peut pas prévoir sur le long terme, on peut pas prévoir à plus de 6 mois, à plus de quelques mois. Donc on ne sait pas. En plus, le gouvernement d'après, qui sera dans 6 mois, peut-être qu'il va revenir sur une partie, voire la totalité de ce qu'on a fait. Comment vous voulez qu'on assure une cohérence des politiques publiques? Bon là bien sûr, je me suis mis dans la peau du gouvernement pour vous expliquer que c'est compliqué de pouvoir assurer une continuité, une cohérence des politiques publiques quand les personnes qui les décident changent trop souvent. Et bien sûr, c'est difficile d'assurer une forme de clarté et de confiance dans les relations internationales, puisque les interlocuteurs de notre pays avec les interlocuteurs des autres pays changent trop souvent. Les négociations avec un pays tiers durent parfois 1, 2, 3 ans ou même plus. Si le gouvernement est donc la personne qui discute, voilà, d'un potentiel accord avec un autre pays change tous les 6 mois, ça rend difficile la clarté dans les échanges, dans la négociation, et donc aussi la confiance de ses partenaires, de ces pays tiers. Donc on comprend très bien pourquoi l'instabilité gouvernementale, c'est une réelle difficulté à gouverner. Mais il faut comprendre que la stabilité, pour la stabilité mais sans soutien, c'est aussi un problème. C'est un problème car c'est la défiance par tous. Tout le monde n'a pas confiance. Tout le monde est méfiant vis-à-vis d'un gouvernement qui n'est soutenu par personne. Il peut être stable, être là depuis longtemps, mais si personne ne le soutient, personne n'a réellement confiance en lui, ni les parlementaires, ni les citoyens, ni même les fonctionnaires ou les autres pays et partenaires. Et bien sûr, aucun des textes du gouvernement ne peut passer à l'Assemblée nationale, ce qui rend un peu plus difficile aussi la gouvernance de ce gouvernement stable mais sans soutien. On comprend donc que la stabilité pour la stabilité, ça ne sert à rien. L'instabilité, c'est pas très bien, c'est pas très cool, c'est difficile de gouverner quand c'est instable. Donc il faut essayer de trouver un dosage, un équilibre entre une stabilité sans soutien et une instabilité toujours soutenue. Car en fait, les deux extrêmes sont également inefficaces. Donc parfois, pour éviter une trop grande instabilité, il faut garder un gouvernement qui ne soit pas complètement soutenu, mais parfois, il faut oser virer un gouvernement rapidement pour essayer d'en avoir un qui soit plus soutenu. Donc avoir un peu plus d'instabilité, mais en échange, plus de confiance. D'où cette notion d'équilibre, de dosage. Et c'est le président de la République qui va devoir jouer à ça. Ok, je vais mettre dans la peau du président de la République. Bon, j'ai refusé une motion de censure il y a 6 mois. Le gouvernement est donc resté en place. Maintenant, tout le monde se méfie de ce gouvernement, même les partenaires étrangers ont du mal avec ce gouvernement. Il y a une nouvelle motion de censure. Qu'est-ce que je fais? J'ai assuré une certaine forme de stabilité, mais là, c'est plus possible, cette stabilité ne sert plus à rien, je dois dégager ce gouvernement et donc autoriser cette motion de censure. Voilà, par exemple. C'est le raisonnement pour avoir un président de la République. Donc répondons à cette question dans une conclusion, y a-t-il un risque d'instabilité gouvernementale par la Constitution? Eh bien, oui, mais ça dépendra du comportement des acteurs, car la majorité absolue à l'Assemblée nationale est peu probable, et donc ça peut causer des problèmes. Ça dépend aussi de si les députés sont matures ou pas, s'il y a des coalitions faciles. Le gouvernement, est-ce qu'il respecte les décisions législatives? Est-ce que le président de la République nommera les 3 directeurs selon la majorité à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il refusera les motions de censure? Mais bon, même si ce risque d'instabilité, qu'on ne sait pas, voilà, ce qui se passera, puisque ça dépend du comportement des acteurs, on peut quand même dire qu'il y a une forme de protection contre l'instabilité, c'est le président de la République, arbitre, qui nomme les directeurs et autorise ou refuse les dissolutions et motions de censure, sauf en cas de 49.3. On a quand même une protection contre l'instabilité. Mais au final, est-ce vraiment un problème cette instabilité? On a dit que oui, car c'est difficile de gouverner quand le gouvernement change trop souvent. Mais la stabilité sans soutien aussi c'est un problème, puisqu'il y a un manque cruel de confiance de par tout le monde. Parlementaires, citoyens, partenaires, pays tiers, etc., etc. Donc la conclusion, c'est que oui, il y a un risque d'instabilité gouvernementale, du fait du comportement des acteurs, qu'on essaie de le limiter, de créer une protection avec ce président de la République arbitre de la stabilité gouvernementale, et qu'au final, ce sera donc à lui, au président de la République, de doser, de trouver un équilibre entre stabilité sans soutien et instabilité toujours soutenue.
Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode 56 de Parlons Constitution, j'espère qu'il vous a permis de comprendre certains choix qui ont été faits dans Parlons Constitution, notamment à propos de cette autorisation ou non de motion de censure et de dissolution, de répondre à cette question, puisque vous pouviez vous la poser, est-ce qu'il y a un risque d'instabilité gouvernementale avec la Constitution créée dans Parlons Constitution ? J'espère que j'ai répondu suffisamment clairement. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Merci encore, et à la prochaine pour le prochain sujet qui sera la ratification des accords internationaux. Donc on change, il n'y a pas de lien entre cet épisode-là et l'épisode prochain, puisqu'on change de sujet. Merci à toutes et tous, c'était Healthcare, et à la prochaine.